Hello! Bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques informations qu'il convient de mentionner dans le récit que tu vas transmettre à tes descendants. Alors, si tu me découvres pour la première fois, sache que sur cette chaîne, je parle d'écriture de soi, c'est-à-dire la rédaction de son récit de vie dans un journal, le fameux journal intime ou encore le journal de bord. Je parle aussi de la transmission de son récit de vie en héritage à ses descendants, dans le but de leur donner des racines, des repères, les aider à faire des choix éclairés, mais aussi leur permettre de comprendre le passé, leur présent et d'anticiper leur avenir. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait? Let's go pour le sujet du jour. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que ton récit de vie, tu peux le présenter de deux façons différentes. La première façon serait de présenter ce récit sous un angle bien précis. Par exemple, si tu as fait de nombreux voyages au cours de ta vie, tu pourrais justement rédiger ton récit de vie sous l'angle de tes différents voyages. Ou la deuxième option consisterait à faire un récit généraliste depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Ou encore si tu décides de rédiger un récit concernant un membre de la famille décédé, tu peux commencer à partir de sa naissance jusqu'à la date de son décès. Pour ma part, pour ce qui est de transmettre aux descendants, la deuxième option, elle est la plus sage, la plus judicieuse. Pourquoi? Tout simplement, si tu choisis la première option, c'est-à-dire le récit sous un angle bien précis, tes descendants vont manquer d'informations et de détails pertinents qui leur permettraient de comprendre le passé, de comprendre aussi le présent et aussi d'anticiper leur avenir. Cela dit, si tu souhaites rendre public ton récit de vie, la première option, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a des détails qui resteront que pour toi ou encore que pour les membres de la famille. Maintenant que tout ça a été dit, passons aux différentes informations à transmettre aux descendants. Premièrement, les événements majeurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle événements majeurs? Ce sont tous les événements que nous accueillons dans notre vie sans avoir rien fait pour les causer. J'en ai identifié 5, mais dans les événements majeurs, j'en ai noté 6. Alors, le premier événement majeur, c'est notre naissance. Alors, si toi, parent, tu veux rédiger ton récit de vie, tu commences à parler de ta naissance, les circonstances de ta naissance, la date de ta naissance, l'identité, les différents noms que t'ont donné tes parents et le choix de ces noms, pourquoi ils ont fait ces choix-là. En fait, tu racontes tout ce qui est en lien avec ta naissance. Le deuxième événement majeur lié à un choix personnel, ce n'est pas un événement qu'on a accueilli indépendamment de notre volonté, c'est ton union, comment tu t'es uni à ton partenaire ou à l'autre parent, ou si tu es un parent adoptif, pareil, hein, ou si tu es la grand-mère ou le grand-père, ou si tu es le grand frère ou la grande sœur qui a élevé ses petits frères ou ses petites sœurs parce que les parents ne sont plus là. Voilà, raconte le choix que tu as fait en termes d'union, pourquoi tu as fait ce choix et où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que pour toi, ça a été le meilleur choix et quelles leçons que tu en retires par rapport à ce choix que tu as fait. Donc, ça peut être mariage, ça peut être pacte, ça peut être concubinage, bref, comme il y a toutes sortes d'unions de nos jours. Donc, tu peux insérer ce récit, enfin, ces informations dans ce récit. Le troisième événement majeur qu'il est important de noter, ce sont les différentes naissances qu'il y a
qu'il y a eu au sein de la famille, ou aussi ça peut être des différentes adoptions. Alors pareil, hein, tu vas raconter les circonstances de ces différentes naissances, est-ce qu'elles ont été voulues ou pas par exemple, euh, pourquoi il y a eu ces naissances ou ces adoptions. Par exemple, il se pourrait que ce soit l'aîné qui voulait un petit frère, qui réclamait un petit frère ou une petite sœur et que malheureusement, les parents ne pouvaient plus avoir de façon naturelle un nouvel enfant et qu'ils ont opté pour l'adoption. Donc voilà, ce sont des détails à mentionner dans le récit. Un autre événement majeur à noter dans le récit, ce sont les décès. Ça peut être soit la perte des grands-parents, la perte d'un conjoint, la perte d'un des enfants. Bref, les décès qu'il y a eu au sein de cette famille. Les circonstances de ces décès et puis l'impact qu'a eu ce décès dans ta vie en tant que parent. Ensuite, il y a des situations stressantes. Et dans les situations stressantes, j'ai découpé en deux parties. Il y a deux informations en particulier, les épreuves et la maladie. Alors, parmi les épreuves, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner dans la vidéo précédente, le cas de ce couple qui, face au danger pour se protéger, ben, ils ont dû dire qu'ils n'étaient pas mari et femme, et cela les a beaucoup aidés. Et d'ailleurs, leur fils a rencontré la même situation et a utilisé la même stratégie pour avoir la vie sauve, et ça a marché aussi pour lui. Donc, pareil, les épreuves que tu as rencontrées dans ta vie en tant que parent, ou avec ton conjoint, ou avec la personne avec qui tu vis, ou même si vous ne vivez pas ensemble, hein, si tu es parent, si tu as élevé seul ton enfant et que l'autre mène sa vie ailleurs, tu peux toujours mentionner cette épreuve-là, par exemple, les causes de cette séparation, l'impact que ça a eu sur ta vie, et puis les leçons que tu en retires. Ensuite, dans les situations stressantes, il y a aussi la maladie. Alors, jusqu'à encore aujourd'hui, dans de nombreuses familles, évoquer la maladie, c'est un sujet tabou. Ah, il faut surtout pas dire que tonton a attrapé le sida parce que dans telle ou telle circonstance. Ah, il faut surtout pas dire que la cousine Intel a eu un cancer parce que. Or, c'est une grave erreur de ne pas en parler parce que ça permettrait d'éviter justement de prendre en charge beaucoup plus rapidement, ben, par exemple dans le cas de cancer, d'avoir un meilleur suivi dès le départ pour éviter, pour avoir une meilleure prise en charge si ça venait à se présenter chez la jeune génération. Alors, par rapport à la maladie, si en tant que parent, tu as dû faire face à la maladie dans ton propre corps, ou c'est ton conjoint, ou bien un des enfants, il serait bien de noter ben, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à cette maladie. Est-ce que c'est héréditaire? Ou bien est-ce que ça a été lié à un fort stress? De raconter vraiment toutes les circonstances, le traitement qui a été choisi, comment tu as été accompagné, soit par tel ou tel médecin, ou bien s'il y a une personne en particulier qui t'a soutenu à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on parle des personnes accompagnantes, c'est que le bien qui est fait aux parents rejaillit sur les enfants. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire le bien qui est fait aux enfants, ça rejaillit sur les parents. Mais c'est aussi valable pour le mal. Donc, c'est pour ça que c'est important de préciser certaines choses en rapport avec les personnes qui ont accompagné et aussi de raconter aussi le parcours, quelles stratégies ou quelles initiatives que tu as prises pour pouvoir accepter cette maladie jusqu'à ce qu'elle disparaisse ou jusqu'à ce que tu fasses corps en fait avec cette maladie. Donc, toutes ces informations sont importantes parce que quand les plus jeunes vont lire ce récit, bon, déjà, ils vont mieux te connaître, ils vont te voir comme un héros ou bien une héroïne. Mais aussi, si ces situations viennent à se répéter dans leur propre vie, alors ils auront ce sentiment d'une situation déjà vécue. Et ça pèse beaucoup quand on vit une situation
qu'on sait déjà, un proche l'a déjà vécu, on connaît un peu comment il s'en est sorti, il ou elle s'en est sorti. Euh, bon, on arrive plus facilement à aborder cette situation euh, quand enfin c'est nous qui sommes acteurs ou actrices dans cette situation. Alors, je tiens à préciser que pour éviter de transmettre tes peurs ou de transmettre tes traumatismes à tes enfants, à tes descendants, lorsque tu évoques les épreuves, hein, les situations difficiles que tu as rencontrées au cours de ta vie, il est important à la fin de ce récit de noter les leçons que tu as retirées de ces situations. Oui, des leçons de vie. Parce qu'en fait, ces leçons vont faire tampon et vont éviter que l'enfant absorbe tout le négatif de ces récits stressants ou de différentes épreuves que tu as rencontrées. Donc, toujours noter les leçons retirées. Et en fin de compte, ça va adoucir le récit et ça va agir comme un airbag. Et l'enfant n'aura pas ce flot de choses négatives qu'il va devoir emmagasiner après avoir lu justement les détails des épreuves que tu as rencontrées au cours de ta vie. Alors, deuxième information à mentionner dans son récit de vie, ce sont tes choix. Alors, dans la première partie, plus précisément parmi les événements majeurs, j'ai noté le choix d'union que tu as fait. Alors, ça reste un événement majeur, donc ça restera dans cette partie-là. Mais dans les choix, justement, il est important de donner plus d'informations sur pourquoi tu as fait ce choix d'union. Si tu t'es fait paxer, si tu es resté en concubinage, ou si tu t'es marié, où tu en es aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important de préciser cela, que les descendants aient des détails par rapport à cela? Parce que ça va leur permettre à eux de faire leur propre choix, parce qu'ils seront témoins oculaires de ce que ce choix aura produit dans ta vie. Voilà, quand ils sont à la maison, les enfants, ils se rendent compte des choses. Et lorsqu'ils vont grandir et qu'ils auront des responsabilités hein, familiales aussi, ben, soit ils vont choisir de faire comme toi ou ils vont décider de faire autrement. Alors, soit parce qu'ils trouvent que le choix que tu as fait ne leur correspond pas, de ce qu'ils auront vu justement à la maison, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'ils veulent faire autrement, parce qu'ils ont des penchants différents. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est une rébellion contre toi personnellement, mais tout simplement qu'ils font leur vie et qu'ils ont le droit de faire leur propre choix en matière d'union. Alors, il y a autre chose en rapport avec les choix, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, une grande majorité, qui ne veulent pas faire un retour dans le passé pour améliorer leur présent ou même soigner leur présent et anticiper leur avenir. Alors ça peut, pour diverses raisons, hein, ça peut être tout simplement parce qu'ils ont subi ou ils ont vécu des choses très difficiles, voire traumatisantes. Ça peut être aussi parce qu'ils ont fait des choix de vie un peu extrêmes et qui ne veulent pas assumer justement ces choix-là et entre autres les conséquences de ces choix. Là aussi, c'est important de le mentionner parce qu'il y a des choix que nous faisons et que malheureusement, ben, les enfants récoltent les conséquences de ces choix-là. Prenons un exemple, hein, le fait, par exemple, de porter un nom en particulier peut être un problème pour un enfant parce que ben, les parents ont fait des choix, ont posé des actes et donc le nom est associé à un acte en particulier ou à des paroles en particulier et quelque chose de très négatif. Donc, expliquer ces choix, expliquer les résultats de ces choix, les conséquences que tu as récoltées, permettra à l'enfant de comprendre pourquoi peut-être à l'école, ben, l'enfant a été stigmatisé, pourquoi dans le milieu professionnel, ben, c'est pas simple, ou pourquoi il est difficile pour l'enfant d'obtenir telle ou telle chose dans sa vie. Il y a des personnes aussi qui font des recours à certaines choses, pensant que ça ne les engage que, mais malheureusement, les enfants récoltent les conséquences de ces décisions-là. Donc, c'est important
de le mentionner pour que l'enfant puisse à un moment donné briser les chaînes. C'est-à-dire, il s'agit de sa vie. Ce n'est pas lui qui a fait ces choix-là, donc il n'a pas à subir ces conséquences-là. Donc, qu'il puisse avoir la possibilité de poser des actes qui coupent court aux conséquences que toi, parent, que tu as pris aux conséquences des actes que tu as posés par le passé. Donc, tout comme pour les événements majeurs, lorsque tu transmets ce récit-là en rapport avec tes choix, toujours terminer ce récit avec les leçons que tu as apprises. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y aura ce côté adoucissant qui provient des leçons que tu as retirées, des choix que tu as faits, hein, des choix positifs ou négatifs, bien sûr. Et la dernière information qu'il est important de mentionner dans son récit de vie à transmettre à ses descendants, c'est en lien avec la grossesse. Dans la première partie, en rapport avec les événements majeurs, j'allais mentionner l'importance de parler des naissances qu'il y a eu au sein de la famille. Alors là, dans cette partie, je vais en dire un petit peu plus par rapport aux grossesses. Par rapport aux grossesses, tu peux faire aussi un récit de façon personnalisée. Alors, si tu as eu plusieurs enfants, tu peux décider dans cette partie de la grossesse, de donner des informations à l'enfant concerné. Au lieu de faire un récit généraliste, dans le but d'éviter certaines jalousies, entre autres, hein, principalement ça, certaines jalousies. Si tu sais que tes enfants ont ce trait-là en eux, ben, tu peux décider aussi de faire un récit personnalisé. Par exemple, à tel enfant, tu vas donner telle information qui le concerne, hein, qui le concerne ou qui la concerne. Et à l'autre enfant, tu donneras également des informations qui le concernent ou qui la concernent. D'accord? Donc, tu vas parler des circonstances de la naissance. Est-ce que c'était une naissance qui était prévue, qui n'était pas prévue? Comment tu as accueilli cette information, cette naissance? Tu vas parler aussi du choix du prénom, de sa signification et d'autres, en fait, tous les détails que tu souhaites communiquer à ton enfant. Dans cette partie aussi se trouvent les détails en termes de prédiction, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, ni dans aucune vidéo que je rendrai publique de toutes les façons. Ça y est, c'est tout pour les informations qu'il convient de transmettre à ses descendants. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Tu peux décider d'en rajouter plus d'informations. Effectivement, si tu as fait beaucoup de voyages, tu peux le mentionner dans ton récit de vie. Si tu as exercé certaines fonctions au cours de ta vie, tu peux aussi le mentionner dans le récit de vie. Et surtout, n'oublie surtout pas, quand tu mentionnes des choses négatives, des événements que tu as vécus ou des actes négatifs que tu as posés dans ta vie, toujours noter à la fin de ce récit, de cette partie, ben, les leçons que tu as retirées, ce que tu souhaites pour ton enfant, pour qu'il ne reproduise pas les mêmes erreurs, comment il peut éviter d'avoir les mêmes réactions que toi. Bref, toujours rajouter cette partie-là parce que ça va vraiment apaiser le récit, apaiser le cœur de l'enfant. Ça va vraiment être un airbag et éviter que l'enfant reçoive tous les traumatismes, toutes les peurs que toi tu as eues. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a donné beaucoup d'informations que tu pourrais transmettre à tes enfants. Maintenant, à ton tour, il existe beaucoup de professionnels qui rédigent le récit de vie des personnes. Et la particularité avec moi, j'utilise la méthode écritoire pour pouvoir accompagner les parents qui me sollicitent pour la rédaction de leur récit de vie. Bien sûr, la méthode écritoire, c'est en option. C'est une option supplémentaire à la rédaction du récit de vie. Et ça permet en fait aux parents de faire le point, de mettre de l'ordre dans leur vie au fur et à mesure qu'ils rédigent le récit de vie. Donc, si tu es intéressé par une telle expérience, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse email qui est notée dans la description. Sur ce, à très vite pour la suite.